bonjour et bienvenue à notre présentation annuelle dédiée au monde municipal et au BNL de verdissement. Cet atelier découverte se veut sans prétention aucune. Les informations qui sont contenues ont été repêchées dans différents ouvrages de référence tels que le répertoire des arbres et arbustes ornementaux d'Hydro-Québec et le répertoire des arbres recommandés en milieu urbain de l'AQPP, l'Association québécoise des producteurs en pépinière. À chaque année, nous tentons de trouver des sujets qui correspondent à vos besoins et j'espère encore cette année vous fournir matière à réflexion. Alors, donc, je me présente, Emmanuelle Quentin, représentante aux ventes depuis maintenant 3 ans. Ma clientèle fait partie du monde municipal, des organismes de verdissement et de tout horizon, des comités ZIP ainsi que des organismes de bassin versant. J'ai la chance de faire partie d'une super équipe chevronnée de spécialistes en horticulture et je profite de l'occasion pour vous inviter à venir nous visiter en 2022 vers le mois d'août et de septembre afin de vous présenter notre pépinière. Surveillez vos courriels, vous allez recevoir une invitation officielle de ma part. Il n'y a pas de fil directeur pour l'atelier découverte 2022. J'ai sélectionné des sujets qui, selon moi, ont une résonance dans vos champs d'expertise. Donc, on va parler de l'approche zéro gazon, les arbres urbains à redécouvrir, que ce soit les arbres de croissance rapide et de fausse de plantation. On va parler un peu des fleurons du Québec, les vivaces comestibles et les plantes potagères ornementales. Je suis une personne qui s'enthousiasme facilement et j'avoue avoir été passablement titillée lors de ma rencontre avec Anne-Marie Tremblay, qui est une grande adepte de l'approche zéro gazon, qui fonctionne très fort en Europe. Et elle a voulu le transposer au Québec, particulièrement dans sa ville, Allemand, et dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, voici une présentation de cette approche présentée par Anne-Marie Tremblay elle-même. Alors, je vais partir ça, donnez-moi un petit instant. Marie Tremblay. Je suis paysagiste. C'est une deuxième carrière. Au début, j'étais comptable, mais finalement, je suis retournée aux études et je me suis formée en aménagement. J'ai mon entreprise depuis quelques années. Et en 2006, j'ai eu la chance de participer à une exposition qui s'appelle Euroflora. C'est une exposition qui est présentée à Gênes, en Italie, qui a lieu à tous les 5 ans, où on nous présente toutes les nouvelles tendances, les nouveautés, puis tout ça. C'est la première fois où j'avais été vraiment stupéfiée par des aménagements qu'ils appelaient, eux, des aménagements zéro gazon. Ça m'avait fascinée. Puis, dès mon retour, j'ai commencé à travailler auprès de mes clients pour les amener à des aménagements où on a le moins de gazon possible. Alors, c'est quoi, en fait, l'approche zéro gazon? L'objectif, c'est pas d'enlever complètement le gazon. Puis, c'est une approche qui commence à faire des petits. Je vous inviterai à consulter un article qui a été diffusé dans la presse le 20 mai 2019 où on titrait « Montréal en a assez du gazon ». Puis, on voit, l'image est assez éloquente. Ce qu'on voit surtout, c'est des zones enclavées. Quand on parle d'enlever le gazon, on ne veut pas l'enlever partout. Là. Ça serait vraiment pas intéressant d'enlever le gazon, par exemple, dans les parcs. Et j'imaginerais très mal les plaines d'Abraham sans gazon. Ce n'est pas ça l'objectif. En fait, l'endroit où on cherche, où on devrait commencer et où on devrait appliquer le zéro gazon, c'est surtout dans les zones enclavées, les zones qui sont complètement cernées par du béton. On voit ici une image, justement, là où on a une belle image où on voit le gazon, non seulement dans la partie centrale, mais sur les parties latérales, entre la rue et le stationnement, où on a encore des zones qui sont complètement gazonnées. Ici, on voit qu'on commence à intégrer un peu de végétation dans les zones centrales. Il y a un mouvement vers ça, mais encore ici, là, il y a beaucoup d'entretien à faire autour de ces aménagements-là. On voit aussi le gazon souvent au pied des arbres. Pourquoi on devrait réduire les aires gazonnées? Eh bien, dans un premier temps, ça serait pour réduire l'utilisation des pesticides. Si vous vous promenez sur la rue et vous voyez des terrains où le gazon est impeccable, c'est certain que vous pouvez être sûr qu'il y a eu beaucoup d'épandage d'herbicides pour contrôler les mauvaises herbes. C'est des gazons qui sont arrosés pour pas qu'il manque d'eau. C'est des gazons dont on fait la tonte régulièrement. Une des principales choses qui est faite au niveau de la tonte, c'est l'émission des GES. Présentement, on est dans une époque de changement climatique
où on essaie de contrer le réchauffement. Lorsqu'on fait la tonte, on émet des gaz à effet de serre. Alors ça, c'est sûr que c'est un des premiers éléments qu'on vient réduire en réduisant notre tonte. On va réduire aussi la pollution par le bruit. C'est peut-être moins problématique au niveau des villes parce que ça se fait sur les heures d'affaires, mais souvent, c'est une problématique au niveau résidentiel quand les citoyens font la tonte le dimanche matin trop de bonne heure. Si on pouvait réduire juste de 25 % pour chacune des villes le gazon dans les zones enclavées, vous ne pouvez même pas imaginer l'économie qu'on ferait au niveau de la gestion du personnel, au niveau des équipements, au niveau de la dépense, au niveau de l'essence, puis de toutes les ressources que ça implique, le déplacement, le transport, c'est ça. Alors, il y a plusieurs considérations. Il y a la considération des pesticides, il y a la considération de l'émission des GES, mais aussi il y a une économie majeure au niveau des coûts lorsqu'on réduit les espaces gazonnés. Plusieurs villes vont me dire leur grande préoccupation, c'est bon, ben Anne-Marie, on ne veut pas se ramasser avec des terre-pleins qui sont laissés à eux-mêmes ou bon, nous autres, on est inscrits aux fleurons, on a 4 fleurons, on n'a pas envie de perdre nos fleurons en laissant aller les zones enclavées, là, par exemple, dans les zones de boulevard. Même si ce n'est pas une question de fleurons, ça peut être une question de fierté locale, puis aussi la préoccupation des citoyens. Dans le meilleur des mondes, c'est sûr que la végétation idéale qu'on devrait laisser installer, ce serait la végétation naturelle. Mais on n'est pas rendu là. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un petit peu le meilleur des deux mondes. Il ne faut pas oublier qu'un gazon qui n'est pas beau, ben, c'est un gazon qui n'est pas beau. On a beaucoup de zones qui sont piétinées, on a beaucoup de mauvaises herbes, on a beaucoup de sécheresse. On rencontre de plus en plus et on va en avoir davantage des canicules qui nous laissent des espaces gazonnés qui ont l'air de ça. Alors, on remplace par quoi? La meilleure chose qu'on peut planter dans une ville pour contrer le réchauffement, c'est vraiment des arbres. Que ce soit des feuillus ou des conifères, c'est vraiment la plante qui a le plus d'impact au niveau du contrôle des îlots de chaleur. Mais c'est sûr que les arbres ne vont pas remplacer le gazon. Ça nous prend une solution entre les deux. On a les arbustes et les vivaces au niveau des coûts qui sont les plus intéressants. Les arbustes, c'est vraiment la solution qui nécessite le moins d'entretien. Pourquoi? Parce qu'on va faire une tonte ou une taille au printemps, un petit peu de compost au pied, puis ça va être suffisant. On peut aussi couvrir très grand avec quelques arbustes. Ici, on voit une spirée arbuta qui est en fleurs, c'est au printemps. Fait qu'on va avoir aussi la chance d'amener de l'attrait à différentes saisons. Ici, je vous présente un cultivar qui s'appelle Cornus stolonifera. C'est un arbuste dont les tiges sont complètement rouges. C'est un arbuste qui est indigène. Avec son attrait principal, c'est justement son feuillage. Puis on voit à quel point ça peut être beau en toute saison parce que là, on le voit en plein hiver. C'est un arbuste qui, avec le temps, va être un petit peu moins rouge. C'est les jeunes tiges qui restent avec la couleur la plus éclatante. C'est un arbuste qui tolère le sel de déglaçage, les conditions très difficiles. Puis surtout, c'est un arbuste qui peut être abattu au sol à chaque année. Moi, je fais des arrangements de Noël avec cette variété-là. Puis je vais avec ma débroussailleuse, puis je coupe au sol ma talle de cornouiller à chaque année pour qu'il soit plus rouge et qu'il soit plus éclatant. Alors, c'est un arbuste qui pourrait être planté dans les zones les plus ingrates où la machinerie va endommager beaucoup, puis qui pourrait être abattu au sol à chaque année sans problème. Au niveau des vivaces, c'est sûr que c'est un petit peu plus d'entretien quand on a des vivaces parce que les arbustes, on peut faire juste une taille légère à chaque année pour les entretenir, mais au niveau des vivaces, il faut qu'on entretienne vraiment. La plante va mourir au sol à chaque année, donc il faut ramasser tout ça et faire un bon ménage. Par contre, on va le faire une fois par année, contrairement au gazon qui va nécessiter une tonte dans la période la plus chaude de l'été. En tout cas, ça peut aller jusqu'à une fois par semaine pour que ce soit beau. Fait que c'est sûr que la graminée, on va faire un ménage une fois puis ça va être réglé. Je vous présente ici l'hémérocalis qui s'appelle Fulva. C'est une hémérocale qui est extrêmement tolérante aussi pour toutes les mauvaises conditions là, qu'on pourrait retrouver dans les terre-pleins, par exemple. Elle tolère le sel de déglaçage, la compaction, les neiges projetées sans problème. Elle meurt au sol, puis elle revient, c'est ça. C'est une plante qui va drageonner beaucoup. Alors, on peut la mettre dans une zone enclavée. Ce ne sera pas long qu'elle va remplir tout l'espace.
Ici, je vous présente Elymus glauca. C'est une graminée qu'on appelle l'avoine bleue. Ça fait partie de la famille des chiens-dents. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est quelque chose. J'ai fait une inspection cet automne. J'avais des étudiants qui étaient en stage à Ville-Saguenay. Puis, ils étaient en train de nettoyer des aménagements où ils avaient planté de l'Elymus glauca. Et la propriétaire, la personne qui était en charge pour la ville, n'était pas très contente parce qu'elle me disait, là, j'en ai partout. C'est sûr que quand on utilise quelque chose comme l'Elymus, il faut vraiment qu'on le plante dans un secteur, dans une zone enclavée, pas au travers d'une plate-bande, mais dans une zone où on veut qu'il répande et qu'il vienne utiliser tout l'espace. Je peux vous dire que vous allez en planter un, c'est fulgurant comment ça se répand bien, c'est magnifique. Puis, c'est vraiment pas d'entretien. Puis, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de place pour les mauvaises herbes. Alors, on va éviter les aménagements, par exemple, où on va dire, bon, ben moi, j'enlève le gazon, je vais mettre un paillis de roche parce qu'on vient... on ne vient pas régler du tout nos problèmes au niveau des îlots de chaleur parce que la pierre va accumuler la chaleur qu'elle va dégager en pleine nuit. Puis c'est vraiment, ça ne vient pas aider au niveau des conditions favorables au réchauffement planétaire. Alors, c'est quand même beau, mais c'est beaucoup d'entretien aussi. Ici, je vous montre un terre-plein qu'on voit, c'est une photo qui a été prise sur le boulevard des Caries, où on voit un mélange de graminées, de vivaces. C'est magnifique, c'est vraiment très, très beau, mais c'est quand même beaucoup d'entretien. On voit qu'il y a quand même des zones là où on voit un petit peu de mauvaises herbes, ça veut dire que ça, c'est quand même beaucoup d'entretien. Si le graminé qu'on voit qui est utilisé là, c'est le Karl Foster, il est beau quand il a son port très vertical, donc on doit le planter un peu distancé l'un de l'autre, c'est là qu'on a de l'entretien à faire. Alors, c'est pour ça que les arbustes, c'est vraiment le végétal qui va être le plus intéressant au niveau des terre-pleins parce qu'il va remplir, on va s'arranger pour qu'il couvre la totalité. L'important, c'est qu'il n'atteigne pas, choisir des cultivars qui n'atteignent pas la hauteur qui pourrait nuire à la visibilité où on a besoin de voir. Alors, c'est très, très peu d'entretien. Ici, on voit que l'allée centrale a été quand même bien aménagée, mais à droite, on a encore beaucoup d'entretien au niveau de la tonte. Ces arbres-là sont magnifiques. On voit qu'on a une belle plantation. Les arbres commencent à atteindre la maturité. Puis souvent, avec la tonte aussi, on va endommager nos arbres, soit avec le fouet au niveau du tronc ou avec la machinerie quand on va tondre, si on a des racines qui sont à l'effleurement du sol. Alors, c'est sûr que en utilisant des variétés, ici, on voit le Berberis aureonana qui est absolument magnifique, qui n'a à peu près pas besoin d'entretien. Une taille par année au printemps, c'est suffisant. Il est vraiment spectaculaire. Il est un petit peu plus sensible au sel de déglaçage. Alors, on l'utiliserait dans une strate, par exemple, où on aurait une variété d'hémérocale en avant avec le Berberis en deuxième plan. Mais il y a vraiment moyen d'avoir des aménagements qui vont être magnifiques et qui vont être de très peu d'entretien. Dans un meilleur des mondes, on aurait des beaux arbres à maturité avec des arbustes qu'on va tailler bas, nos trottoirs, puis de la belle végétation qui vient presque 2 mètres pour vraiment habiller nos pourtours. C'est sûr que ça serait des objectifs à atteindre, mais c'est un peu utopique. Mais au moins commencer par les zones enclavées, ça serait vraiment l'idéal. Quels sont les points forts et les points faibles des aménagements sans gazon? Bien, évidemment, il y a le fait d'enlever le gazon qui est un peu de travail. On va débourser aussi lorsqu'on va faire le changement. Puis, il faut s'attendre qu'au printemps, on va avoir un peu d'entretien. Alors, les points faibles, ce sont ça, mais pour le reste, il n'y a que des avantages. Au niveau de l'esthétique, c'est beaucoup plus beau. Au niveau du gel, surtout l'été, quand on a des périodes de canicule, le sol va beaucoup mieux réagir quand il est couvert que quand il est en gazon. Je pourrais vous présenter un projet sur lequel on a travaillé, qui est un projet d'une école à Alma, où on voit ici le bâtiment qui est fait en T, puis on voit sur les parties latérales, ce sont des talus. Donc, la cour d'école est dans une partie très, très basse, elle est comme dans le fond d'une cour, puis il faisait très, très chaud. Alors, on a retiré 27 000 pieds carrés de gazon, puis on a remplacé ça par 1300 arbres et arbustes. Alors, ça, c'est notre école. Ici, on avait une problématique. Ce sont des classes orientées plein sud où on avait une chaleur excessive au niveau des classes. On a planté des écrans juste sur le dessus du talus ici avec des ormes à croissance ultra rapide.
C'est un projet qui a été réalisé en 2019 et déjà en 2021, on avait à peu près un quart des fenêtres du deuxième étage qui sont couvertes par... fait qu'on s'attend que d'ici 2 ans, nos ombrières vont être complètes pour les fenêtres. Alors ici, dans les talus, on a utilisé les talus pour faire des classes extérieures. Puis c'est un peu ce que ça donne. On voit les étudiants qui ont l'air bien contents de leur nouvelle classe. Ça, c'est la cour d'école. C'est là où il faisait très, très chaud. On a décidé de retirer dans l'allée centrale, je ne me souviens plus de la quantité, c'est 250 pieds d'asphalte par presque 20 pieds de largeur, qu'on a remplacé par un sentier boisé. Ça, c'est pendant les travaux. Et puis, on voit après ce que ça donne avec l'allée boisée. Déjà, lorsqu'on voit c'est lors de la plantation, ça a déjà commencé à pousser pas mal. Puis, d'ici quelques années, ça va vraiment être une allée qui va être un sentier boisé, là. On a ajouté un pays de poussière de pierre parce que c'était un pays qui changeait pas beaucoup la couleur avec l'asphalte. Puis, on voulait que quand les enfants courent puis qui passent de la partie asphaltée dans la partie poussière de pierre, que ce soit pas dangereux. On ne voulait pas que ça tranche au niveau de l'esthétique aussi. C'est sûr que la poussière de pierre n'aura pas d'effet présentement pour contrer l'îlot de chaleur. Ce sont les arbres, quand ils vont être à maturité, qui vont procurer cet effet-là. Alors, on voit un petit peu de quoi ça avait l'air lorsqu'on a commencé à préparer le travail. Et si vous avez des inquiétudes, ce projet-là, c'est un projet qu'on a présenté aux citoyens. Les citoyens ont été emballés. La journée de plantation, on avait 368 bénévoles. Ça s'est réalisé à moindre coût. Je pense qu'on a eu une facture de, si je ne me trompe pas, avec les contributions qu'on a été capable d'aller chercher auprès des entrepreneurs, ça nous a coûté à peu près 40 000 $ pour enlever 27 000 pieds carrés de gazon et tout renaturaliser. On voit un peu ici en premier plan aussi la classe là, ce qui a été construit. Je terminerai en vous disant que c'est quand même un gros mouvement de partir du gazon pour s'en venir vers des aménagements. Moi, ça fait 16 ans que je fais ça. J'ai appris par des essais-erreurs et si jamais il y a des gens qui sont intéressés à s'en aller vers des projets de cette nature-là, moi, je suis disposée à me déplacer. Je peux partager avec vous autres les meilleurs végétaux pour votre secteur et pour les zones où vous êtes. C'est facile de communiquer avec moi par le biais des pépinières Lemay, avec qui j'ai une excellente collaboration. Alors, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous allez aimer vos aménagements sans gazon. Donc, je tiens juste à dire que la collaboration avec Anne-Marie, c'est vraiment une collaboration désintéressée, mais que je trouvais intéressante par rapport au fait que la pratique touchait beaucoup les enjeux au niveau du monde municipal. On n'a pas d'engagement avec Anne-Marie Tremblay de la compagnie Floranex, simplement vraiment une collaboration d'intérêt commun. Alors, l'an passé, quand j'ai présenté l'atelier découverte, je parlais beaucoup d'arbustes et on m'a dit on aimerait ça entendre parler des arbres en milieu urbain. Alors, cette année, je commençais avec les arbres à croissance rapide. On va s'entendre sur le fait que des arbres qui ont de la croissance rapide vont avoir une croissance qui est performante dans un milieu qui est optimal, par exemple, au niveau de la qualité du sol, l'espace souterrain disponible et l'humidité disponible. Premier arbre à croissance rapide, le Tilia americana boulevard. Alors, ce tilleul-là est reconnu pour son port pyramidal très mince et remontant. Le feuillage est vert foncé qui devient jaune vif en automne. C'est une sélection intéressante pour la plantation de rues ou un projet qui nécessite du relief, mais dont l'espace est restreint. Il est très résistant à la pollution. Il est moins résistant aux embruns salins. Son milieu idéal serait, où est-ce qu'il serait le centre d'attraction pour être un parc parce qu'il attirerait les foules avec sa belle floraison parfumée en juin. Ensuite de ça, l'Ulmus carpinifolia accolade. Donc, cet orme-là est reconnu pour son port gracieux et évasé, une croissance qui est vigoureuse, un beau feuillage reluisant vert foncé qui devient lui aussi jaune vif en automne. Il a une très bonne résistance aux maladies et aux insectes, à la sécheresse et il supporte très bien les conditions urbaines. Il y a le liquidambar styraciflua.
Alors aussi appelé le copalme d'Amérique, cet arbre-là a un attrait ornemental avec son feuillage découpé, ses colorations d'automne, et il est reconnu pour sa résistance à la pollution. Il y a un port qui est pyramidal au départ et qui devient ovoïde avec le temps. Il n'apprécie pas les terrains marécageux ni les sols trop calcaires ou sèches. Un emplacement ensoleillé va être préféré pendant les 2-3 premières années de sa croissance et ils vont pousser lentement au début. Selon les différentes sources concernant cet arbre-là, on parle d'une résistance variable au froid. Certains cultivars, comme le morène, résisteraient à des températures pouvant aller jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Donc, en résumé, c'est un arbre qui grandit rapidement, qui est tolérant à une multitude de stress urbains et climatiques tels que le verglas. Il n'est pas maladif, il tolère les embruns salins, les inondations, la chaleur accablante et paradoxalement, même s'il ne se plaît pas dans des sols secs, il est tolérant aux épisodes de sécheresse. Donc, c'est comme mitigé un petit peu quand on lit sur le liquide d'ambar, là, mais je pense que ça vaudrait la peine qu'il soit essayé à quelques endroits stratégiques là, au sein des aménagements, surtout au sud du Québec. Ensuite de ça, des arbres qui vont prospérer dans des fosses de trottoirs. Bien évidemment, les tendances en aménagement urbain se posent de plus en plus vers les verdissements d'enclaves et de saillies. Donc, on parle encore de réduire les îlots de chaleur. L'acer platanoides columnare, c'est un arbre qui est paré d'un beau feuillage vert très foncé, un port colonnaire particulièrement apprécié pour les bordures de rues étroites, les petites façades de maisons. Il est très résistant aux insectes, aux maladies et aux dommages par le vent et il supporte bien les conditions urbaines. L'ulmus frontière, cet arbre-là, lui, il a une excellente résistance à la maladie hollandaise. Son port ovale puis évasé de petites feuilles vert foncé reluisant devient rouge pourpré en automne. Il y a une croissance qui est compacte et un attrait ornemental qui, à mon avis, en fait un beau choix pour une plantation en façade. Ensuite de ça, l'Ulmus pumila, il pourrait être catégorisé comme un arbrisseau. Il est souvent utilisé en haie ou comme écran végétal en raison de sa croissance très rapide. Il supporte très bien la sécheresse et la pollution. 3 mètres par 3 mètres, pensez-y, c'est quand même pas plus que 12 pieds. Moi, je trouve ça intéressant là, à considérer pour une fosse ou une saillie. Et un arbre que j'appelle le multi-usage parce qu'il prospère bien, il y a une croissance rapide, il prospère bien dans des fosses de plantation, c'est le Gleditsia triacanthos Treekeeper. C'est un excellent arbre pour des plantations de rue. Il a un port élancé, il est mince, il est plus de la moitié de la largeur des arbres de la famille des fèviers. Son essence est parfaite pour les endroits restreints. Il est résistant à la pollution, tolérant à la sécheresse une fois qu'il est implanté. Le feuillage vert foncé prend un beau coloris jaune aussi en automne. L'inconvénient, quand on travaille dans le milieu de l'horticulture et qu'on a une clientèle de milieu municipal, c'est qu'on voit des choses. Et puis là, ben, je tiens minimalement à ce que, pas qu'on s'entende, mais de vous parler de ce qui est une bonne pratique en matière de plantation de tuteurs et en matière de plantation d'arbres. Je sais qu'il y a des écoles de pensée, mais si jamais vos plantations sont données à contrat, je trouve que c'est intéressant de vous donner un son de cloche parce que j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui sait comment et quand installer un tuteur. Donc, il est courant d'imposer un tuteur quand il y a une plantation d'arbres, surtout si c'est un arbre qui est à racines nues ou en motte, ou s'il est planté dans un endroit qu'on sait qu'il est venteux. Cependant, il est rarement nécessaire de poser un tuteur sur un arbre qui est vendu en pot parce que sa motte de racine est parfaitement plate en dessous, donc il bouge très peu. Durant la période critique où il doit faire ses nouvelles racines pour bien s'implanter, il ne faut pas que le tronc soit effectivement trop ballotté d'un bord à l'autre, sinon les jeunes racines vont être arrachées et l'arbre va plancher comme la tour de Pise. Mais c'est un traitement qui est un mal pour un bien parce que ça empêche le tronc de bouger pour se renforcer. Donc, dans un emplacement qui est venteux, avec une forte pente, un arbre qui a un grand développement de branches, mais peu de racines, oui, le tuteur, c'est une bonne idée. Mais le tuteur doit être planté à l'extérieur des mottes de racines. Et surtout, il faut utiliser une attache qui ne serre pas trop le tronc. Il doit pouvoir bouger au moins un peu au vent.
sans nécessairement aller se blesser. Et il faut installer 2 tuteurs, un du côté ouest et un à l'opposé, histoire d'éviter le ballottement excessif lors des vents dominants. Et enfin, surtout, il faut enlever le tuteur au plus tard après 1 an. Marquez-le sur vos agendas, la santé future et même la vie de votre terre, le succès de sa plantation va en dépendre. Alors, c'était ma petite pause tendresse concernant les tuteurs. Suite à un contact avec l'Organisation des fleurons du Québec, je suis allée à la recherche d'informations concernant leur grille d'évaluation. Et la dame, qui était très gentille, m'a parlé de l'attrait des insectes pollinisateurs. Il semblait y avoir comme pas une mauvaise compréhension d'un petit peu ce qui est attendu des municipalités ou des projets d'aménagement au niveau de l'attraction d'insectes pollinisateurs. Donc, je me suis dit que j'allais prendre la parole et porter l'étendard des fleurons quelques instants pour vous dire que ce qui veut dire attirer les insectes pollinisateurs, c'est pas nécessairement l'installation de ruches, mais surtout de les supporter dans de la planification des plantes et des floraisons prolongées sans obligation de lui faire d'eau. Donc, c'est de créer des aménagements qui favorisent la biodiversité, d'accueillir la nature, insectes, oiseaux, petits animaux au sein d'un même emplacement, éviter les monocultures. C'est particulièrement ça que la dame voulait faire passer comme message. Ensuite de ça, bien, il y a des nouveaux prix de reconnaissance qui sont de retour au Fleuron du Québec au niveau de l'agriculture urbaine, du verdissement, de la mobilisation citoyenne et de l'embellissement remarquable. Alors, nous autres, chez Pépinière Lemay, on a aussi des projets d'agrandissement qui se préparent cette année, dont l'implantation d'un complexe de serre pour répondre, entre autres, à la demande grandissante de vivaces à floraison prolongée, de plantes tropicales, de plantes potagères. Puis nous, on a une petite crampe par rapport aux plantes potagères qu'on qualifierait d'ornementales. Donc, c'est pas parce que c'est comestible, ça peut pas être beau. Et les vivaces comestibles en général. Donc, l'agriculture urbaine, comme on dit, est en essor. Et nous, on a introduit cette année des plantes qui sont à l'essai, mais qui quand même pourraient vous donner une petite touche agricole en aménagement urbain. Donc, des légumes ornementaux et des vivaces comestibles. Alors, le capsicum, c'est le nom botanique pour les piments, les poivrons, pardon. Le candy cane red, pourquoi on l'a choisi? C'est parce qu'il y a vraiment un attrait au niveau de son feuillage et de la production de ces légumes qui sont panachés. Vous voyez bien à l'écran que le feuillage a 2 teintes et les légumes sont aussi panachés. Le capsicum H, lui, c'est vraiment un plant qui est très recommandé pour la culture en contenant. Il produit de beaux piments décoratifs qui sont comestibles, évidemment, c'est des piments forts. Le Cinara Imperial Star ou l'artichaut, il y a un côté qui est très architectural, qui est complètement champ gauche au niveau de l'ornemental en général. Il peut produire jusqu'à 8 à 10 artichauts et si on le laisse aller, il va produire de jolies fleurs si on ne récolte pas des artichauts. J'en ai essayé à la maison l'an passé et je vous dirais que ça va juste plus que 10, là, mais mettons qu'on dit 10 parce que c'est ce qui est recommandé là, avec ce plan-là. Le Levisticum officinale, qui est l'ivège, la tige d'une livège et les feuilles, les fleurs, les graines ont une odeur et un goût qui rappellent puissamment celui du céleri. Les graines de livège sont utilisées pour préparer le sel de céleri. Donc, outre le fait qu'elles contiennent une bonne quantité de vitamine C, on peut produire des huiles essentielles. C'est vraiment une substance aromatique qui est très appréciée en gastronomie. La feuille peut être consommée en salade, peut être consommée vraiment comme plante condimentaire. Voilà le mot que je cherchais. L'hysope officinale est la même chose. Donc, c'est aussi un arbrisseau qui est vivace. C'est une plante qui est mellifère. On prélève les tiges feuillées avant la floraison. C'est une plante potagère qui est servie aussi comme plante condimentaire. Elles peuvent être utilisées fraîches ou séchées pour aromatiser des crudités, des salades, des farces, dans des sauces et des soupes. Bref, c'est une plante qui peut être très intéressante aussi à considérer comme une vivace comestible. D'autres légumes ornementaux ou vivaces comestibles, alors la Clitoria ternetea double blue ou le pois bleu.
est cultivée comme une plante d'ornement dans le monde et comme espèce de revégétalisation aussi. Par exemple, en Australie, on s'en sert pour revégétaliser les terrains miniers désaffectés. La plante, elle est rustique, ne demande que très peu de soins. Comme toutes les légumineuses, ses racines fixent l'azote. Donc, c'est pour ça qu'elle est utilisée pour améliorer les sols. Elle sert aussi à colorer les boissons, souvent à base d'eau de coco ou à base de gin. La fleur peut être aussi utilisée dans les salades et pour différentes cuisines à travers le monde. L'asperge Millennium ou Sweet Purple, écoutez, moi, ce qui m'a interpellée, c'est vraiment l'image qu'on voit ici de nos plants d'asperges à maturité. Je trouve qu'elles sont sous-utilisées en aménagement urbain. C'est tellement beau, ça a une espèce de bel effet vaporeux. Et évidemment, c'est comestible quand ça émerge du sol au printemps. Ensuite de ça, encore là, d'autres légumes ou vivaces qui peuvent être comestibles. La Mathesia structiopteris ou la fougère à tête de violon, donc les fougères à leur émergence, les têtes sont comestibles. Les hostas sont tous comestibles, que ce soit les nouvelles pousses ou les fleurs. L'oseille sanguine ou le rumex sanguinea, elles sont cultivées comme plantes potagères, mais font très bien le travail aussi comme plantes de bordure, de trottoir. Les feuilles sont comestibles, elles peuvent être mangées en salade crue, cuite, en salade crue ou cuite dans des soupes, des confitures, des compotes. La Chianomeles speciosa, qui est le conacé du Japon. Le fruit du conacé est inconsommable cru, mais il possède une saveur amère parce qu'il possède une saveur très astringente. Mais une fois cuit, il est utilisé de la même façon que le coin pour en faire des gelées. On le mélange souvent avec des poires et des pommes pour renforcer la saveur. Donc, c'est un arbuste qui peut être intéressant et qui peut servir aussi dans un jardin d'aménagement urbain. Alors, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. J'espère que la présentation a été utile. Pour ceux qui, comme vous, qui, comme moi, ont un intérêt pour les arbres et les aménagements urbains, je vous invite à participer au Forum virtuel sur les infrastructures végétalisées qui est présenté par l'organisme Québec Vert le 17 février prochain. Alors, il me fera plaisir de vous saluer virtuellement. Et je termine en soulignant je vous invite à nous suivre sur Facebook parce que nous, c'est vraiment notre moteur de diffusion pour des capsules qu'on fait sur les vivaces comestibles, sur les végétaux en tout genre, des capsules de type « Saviez-vous quoi ?» Et on promouvoit de plus en plus l'information par le biais de la page Facebook. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une belle fin de journée.